Hello toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue chez Laurie's Art & Books où on parle de lecture, d'art, un petit peu de journaling aussi. Aujourd'hui, je vais te présenter ma petite pile à lire. Donc si tu te rappelles, je pense que l'une de mes premières vidéos de cette année, c'était une pile à lire de début d'année. En réalité, c'était les livres de fin d'hiver, enfin mes livres d'hiver un petit peu quoi, même si l'hiver avait un petit peu commencé. Aujourd'hui, je vais te présenter ma pile à lire de printemps. Je tiens à préciser avant de te la présenter que je ne suis pas le genre de lectrice qui va essayer de matcher la saison avec le type de lecture, même si je sais reconnaître en fait le fait que certains livres ont des ambiances qui vont bien avec certaines saisons, type été plutôt qu'hiver, enfin, c'est un petit peu des saisons contraires aussi, automne un petit peu pluvieux etc, et puis printemps un petit peu les fleurs, tout ça quoi. Je sais les reconnaître, mais je n'ai pas le réflexe de me faire une pile à lire par exemple printanière au printemps. Donc je ne pense pas que ma pile à lire soit particulièrement printanière, mais en tout cas moi elle m'enthousiasme pas mal, donc je t'invite à rester pour qu'on en discute un petit peu. Alors je vais d'abord te présenter les suites graphiques. Non, je vais pas faire dans ce sens, je vais d'abord te présenter tous les graphiques, ça va être simple parce que la plupart des graphiques sont des suites. On va commencer tout de suite avec Kaiju. Donc Kaiju, je t'ai déjà fait la chronique du tome 1, mais je vais en reparler un petit peu. Là j'ai juste les tomes 2 et 3, il me semble qu'il n'y a que ça qui est sorti. J'essaie vraiment de les acheter au fur et à mesure, sinon je vais finir par abandonner. C'est vraiment mon problème avec les mangas quoi, j'ai l'impression que c'est vraiment... ça prend beaucoup de sous les mangas quoi, parce que tu les lis très vite et tu payes quand même son pesant d'or. Bref, dans Kaiju, donc on va suivre Kafka, donc je vais quand même te présenter un des tomes pendant que je t'en parle. Donc dans Kaiju, on va suivre Kafka qui voudrait, enfin son rêve c'était d'être un chasseur de kaiju, un combattant, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros il voulait faire partie des forces de défense de son pays contre les kaiju. Kaiju sont des sortes de monstres, tu sais c'est les synopsis basiques des monstres qui sortent de nulle part et qui mangent les humains, qui apparaissent de temps en temps, un petit peu du post-apo, on sait pas ce qui a causé ça, bref. Dans tous les cas, on a une force de défense qui est très forte pour éliminer les kaiju. Lui, Kafka, il rêvait d'en faire partie, mais le problème c'est qu'il est trop nul, donc il va se retrouver à être nettoyeur. Donc, il est nettoyeur après qu'on ait zigouillé les kaijus, c'est-à-dire on zigouille les kaijus, ça fait un gros merdier dans la ville et après c'est les nettoyeurs qui vont aller récupérer tous les petits bouts de kaiju là, toute la petite chair, la petite graisse, tout ce que tu veux, les boyaux, et il me semble qu'ils vont les foutre dedans de l'acide, bref, il n'y a pas besoin de tous ces détails. Donc voilà, on va suivre Kafka qui un jour il va se passer un truc, je sais plus si c'est dit dans le synopsis du tome 1 et que ouais c'était écrit, un jour il va se passer un truc, il va avoir un événement particulier et lui-même il va commencer à se transformer un petit peu en kaiju. J'avais vraiment aimé ce premier tome, ça m'a fait vraiment bizarre parce que c'était un synopsis si basique, mais en même temps les dessins ils étaient vraiment pas mal. Je vais essayer de te montrer un petit peu les dessins mais sans moi-même regarder parce que sinon je vais me spoiler. Donc si t'as pas encore lu le truc ça va rien te spoiler, t'inquiète pas. Et les dessins ils sont vraiment pas mal, les angles, je suis très sensible aux angles pris dans tout ce qui est graphique, c'est-à-dire lorsqu'il y a des attaques, lorsqu'il y a des actions, il y a de l'action, l'angle que l'illustrateur va prendre pour dessiner cette action, quand c'est bien fait c'est vraiment trop beau. Donc dans celui-là c'est très réussi et du coup ouais je vais me réserver un de ces après-midi et puis je vais le lire. Ensuite on a le tome 2 de Togenanki, pareil Togenanki dont je t'ai parlé soit en janvier soit en février, je suis pas sûre. Je n'ai lu que les tomes 1, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis jusque là. J'aurais pu gober les 2 tomes en même temps mais je me suis retenue tout simplement. Mais dans Togenanki on va suivre Shiki cette fois-ci qui va se rendre compte qu'il a du sang d'Oni. Oni qui sont des démons je crois. En tout cas à l'époque c'était des démons et lui il est un humain mais qui a du sang d'Oni, donc il fait partie d'un clan entre guillemets sans le vouloir, c'est-à-dire qu'il était même pas au courant. Il va s'en rendre compte un jour où on vient pour le tuer comme dans beaucoup de synopsis. Et il va se retrouver dans une école où il va devoir apprendre à être un bon combattant pour combattre ceux qui les chassent, qui sont les Momotaro.
je crois, le clan des Momotaro qui sont des chasseurs d'Oni. Encore une fois un synopsis très simple, encore une fois je suis un pigeon qui va relire à peu près la même chose à chaque fois. Mais encore une fois celui-là, disons que celui-là le dessin il est encore mieux. Ouais je crois que, attends, je te cherche une planche mignonne pour justifier mon choix et le fait que, sans me spoiler. Mais voilà, on a des planches un petit peu comme ça, c'est beaucoup, vous remarquerez que les mangas qui me plaisent beaucoup ont tendance à être très noirs dans leur colorimétrie, dans le sens où c'est très foncé, très sombre en général. C'est vraiment mon truc. Les dessins un petit peu trop simplistes, donc simplistes qui caractérisent les traits fins, pas beaucoup de détails, pas beaucoup de hachures, etc. C'est pas trop mon truc. Donc voilà. Ensuite, cette fois-ci, un manga, une saga que je commence. Oui, il s'agit de Le Monde de Frankenstein. Celui-là, je l'ai depuis un moment. Il me semble que je te l'ai montré. Est-ce que je t'ai montré? Non, je ne fais plus de book haul, donc je n'ai pas du tout le montrer du tout. Mais je l'ai depuis un petit moment, depuis début de cette année, je crois, janvier. Ça m'étonne que je ne l'ai pas lu parce que pour le coup, il m'attirait mais de fou malade. Et je pense que c'est parce qu'il m'attire que je ne l'ai pas lu. Parce qu'il est plutôt gros, c'est-à-dire qu'il y a de quoi faire. Je vais le mettre à côté d'un autre pour que tu vois un petit peu la différence. Donc tu vois, il est vraiment plus gros que les autres mangas. Donc il y a de quoi faire, mais les dessins me plaisent tellement, le synopsis me plaît tellement que je me suis retenue. En plus, c'est une saga en 3 tomes. Donc je suis à 2 doigts de me dire, est-ce que j'attendrai pas que tout sorte? Non, je pense que je vais quand même le commencer parce que si tout sort, que j'achète tout et que j'aime pas au final, le seum quoi. Bref, je ne t'ai même pas dit de quoi ça parle. Je vais te lire le synopsis parce que pour le coup, là, j'aurais du mal à faire un résumé. Donc on nous dit: dans son petit village de pêcheurs perdu sur une côte désolée, Leroux, L-E-R-E-Y, W, pardon, rêve plus volontiers de ravir le cœur de Marie que de partir en mer avec son père. Mais les filets remontent de plus en plus vides, il faut donc se risquer à sortir dans les eaux périlleuses pour les équipages et leurs embarcations. Après un accident qui le laisse plus mort que vif, Leroux est sauvé par un sorcier à la réputation sinistre. L'existence du garçon est bouleversée à jamais. Le voici projeté dans un périple qui pourrait aussi bien être une renaissance qu'une malédiction. Voilà, et on a ce petit dessin derrière. Ah, attends, j'essaie de te montrer bien. Ce qui m'a attiré dans ce truc, à part le fait que c'est que 3 tomes et que pour le coup je m'engage pas pour grand chose, c'est les dessins. Les dessins sont fous. Déjà, c'est un roman gothique. Enfin, un roman, non, n'importe quoi. C'est un manga gothique. Et les dessins, mais je suis désolée, est-ce que tu vois ça? Qui peut résister à ça? Franchement, attends, je te cherche une deuxième planche. Qui peut résister à ça? Franchement, pas moi. Moi, je ne peux pas résister à cette beauté. C'est vraiment mon truc. De toute façon, vous aurez remarqué, hein, je suis quelqu'un qui aime les mangas d'horreur, etc. Là, c'est un manga gothique. Ben ouais, en plus en 3 tomes, voilà quoi. On va continuer sur les lectures communes, notamment celles que je devrais peut-être faire, enfin que je vais peut-être faire avec Dispoils, enfin avec Déborah du compte Instagram Daily Debbie et du podcast Dispoils, et son YouTube c'est Daily Debbie. Voilà. Donc la première lecture commune qu'on aura peut-être ce printemps, ça devrait être Anne de Green Gables. Je l'ai encore une fois depuis longtemps. Vous avez vu, j'avais commencé déjà à le partitionner pour moi-même parce que j'ai essayé de le lire et je l'ai DNF. Ouais, mais le truc c'est que je m'ennuyais un peu. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais plus besoin d'une fantasy fast pacing qui va aller très vite, où il va y avoir beaucoup d'action et puis voilà, ou alors une romance toute mignonne qui va aller très vite sans trop de drama. Mais en fait, je t'avoue que le début il était très descriptif, très plat, très lent. Je pense que l'histoire est comme ça quand j'en entends parler. Je connaissais pas Anne de Green Gables, il me semble que c'est le dessin animé d'enfance de beaucoup de gens, mais moi je le connaissais pas du tout. Donc il me donne toujours envie, mais je pense qu'il faut que je sois dans le bon mood pour ça. Et j'espère que je serai dans le bon mood pour la lecture commune. Je t'ai même pas dit de quoi ça parle, mais pour moi, à peu près tout le monde connaît ça. Dans tous les cas, Anne de Green Gables, on va suivre Anne, qui est une jeune fille qui va se faire adopter dans une famille dont je ne connais pas du tout le nom, j'ai complètement oublié. Et voilà, on va suivre sa vie en fait. De ce que j'ai compris, c'est vraiment ça. Hein. C'est une jeune fille qui n'est pas facile à vivre, qui est très turbulente, qui va voilà, donner du fil à retordre à cette petite famille, mais en même temps, on va prendre du plaisir à la suivre dans ses aventures, ou ses mésaventures. On va continuer avec des baisers, parfum
tabac. Alors avec ce livre, je sors complètement de ma zone de confort. Mais alors complètement, je sors complètement de ma zone de confort parce que il me semble que c'est une sorte de contemporain drame qui se passe dans des familles afro-américaines. Mais enfin c'est pas du tout mon truc. J'ai gagné... Oui, petite confession, j'ai vu qu'il y aurait une lecture commune avec ça. Je me suis dit, ah, ce serait peut-être l'occasion de sortir de ma zone de confort. Après, j'ai vu que le livre coûtait 21 €. J'avais un peu la flemme de l'acheter en e-book parce que, en tout cas, à l'époque, l'e-book, il était à quoi, 10-11 €, mais genre pas donné du tout. D'ailleurs, il faudra qu'on reparle un jour du fait que les e-books coûtent aussi cher. Bref. Donc, l'e-book avait un prix qui, selon moi, n'était pas justifié, mais bon, bref, c'est pas mon rôle de juger de tout ça. Et il y a eu un concours sur Instagram pour gagner ce livre. J'ai participé et j'ai gagné. Voilà pourquoi il est là. Mais dans des... Je t'ai même pas dit de quoi il parle, mais des baisers, parfums, tabac de Tayari Jones aux éditions Presse de la Cité. Tu vois, là, c'est la preuve que je sors de ma zone de confort. Parce que cette maison d'édition, je la connais pas du tout. Et je connais quasiment toutes les maisons d'édition de l'imaginaire, en tout cas celles qui sont de taille grande ou moyenne. Bref, passons. On va suivre des sœurs de... Je vais te dire en gros, je vais pas trop lire parce que la lecture commune c'est bientôt, donc je vais pas me respoiler. Mais il me semble qu'on est dans des familles afro-américaines. On a deux sœurs qui ne se connaissent pas, enfin l'une est au courant de l'existence de l'autre, mais la première ne l'est pas, enfin la deuxième ne l'est pas plutôt. Et en fait le truc c'est qu'elles ont un père bigame, donc le père menait une double vie. Il avait une femme avec des enfants d'un côté, et puis il avait une autre femme, je sais pas s'il était marié de l'autre côté, mais en tout cas voilà, il avait une autre famille et il me semble que le père va décéder, je crois, mais elles vont finir par se croiser. Je sais pas si le père va décéder, mais en tout cas ces deux sœurs vont finir par se croiser et on va les suivre. Rien qu'en redisant le synopsis, je me dis mais dans quoi je m'embarque, c'est grave pas mon style, j'ai peur de m'ennuyer de fou malade, mais ouais, je suis sûre qu'en fait il y aura juste assez de trigger warning pour me tenir en haleine sinon. Anyway, on continue cette fois-ci sur ma lecture en cours. Parce que oui, quand je filme ça, on est déjà le printemps. On est le 20 mars. Donc officiellement, on est le jour du printemps. Du début du printemps. Donc je suis en train de lire Jade City de Fonda Lee. J'allais dire aux éditions, j'en ai aucune idée, je l'ai eu chez Illumicrate celui-là, donc je saurais pas te dire quelles sont les éditions. Mais je commence la saga enfin de Jade City où on va suivre plein de personnages. C'est une saga familiale en fait, je savais pas à quoi m'attendre en entrant dans ce livre. Et je suis surprise à chaque page que je tourne. Bref, c'est une saga familiale slash mafia où on est dans une ville qui s'appelle Jaloun, qui est clairement inspirée de villes ou de pays d'Asie. Ça c'est sûr et certain, on n'a que des personnages asiatiques. Dans la ville de Jaloun, on a plusieurs peuples qui vivent ensemble, mais deux en particulier. Les, je sais pas comment ils appellent ça, mais on va dire les hommes normaux, qui sont, voilà, qui sont classiques comme nous, tout comme toi et moi. Et on a des Greenbone. Les Greenbone font partie en fait du peuple de Kekon. Ce sont des Kekonese. Donc si je parle un petit peu avec l'accent anglais, c'est parce qu'il est en anglais et que tu sais que je suis nulle en traduction de toute façon. Donc on est avec des Kekonese qui est le seul peuple qui arrive à supporter et à utiliser la Jade. Jade qui est une pierre qui enhance, qui augmente les capacités humaines, force, vitesse, perception, bref voilà. Mais le truc c'est que pour utiliser, pour même toucher cette pierre sans t'auto-détruire quelque part, c'est pas vraiment de l'auto-destruction, mais je veux dire, c'est comme une drogue en fait qui te détruit, sauf si tu fais partie de ce peuple un petit peu élu qui arrive à la supporter. Et même ce peuple a besoin de s'entraîner pendant des années pour pouvoir bien l'utiliser. Bref, on va les suivre. Il va y avoir un petit peu une rivalité de mafia entre deux grandes familles et on est du côté des Cole. C'est la famille Cole. Et voilà, je sais pas quoi te dire de plus sans te spoiler parce qu'en fait c'est un synopsis très flou, très large. Je sais qu'il va y avoir un petit peu une guerre mafieuse, des rivalités, mais je peux pas te dire, tu vois, c'est pas comme les fantaisies où t'as un point précis de la quête ou du but où on te dit il va se passer ça, où tu vas suivre tel type d'histoire. Non, là moi-même je suis à 25% de l'histoire, je sais toujours pas dans quoi je m'embarque. Mais pour l'instant j'aime bien. Anyway, on continue avec ma deuxième lecture en cours qui est Le Pagne Noir de Bernard Dadier aux éditions donc Présence africaine. Ok, donc Le Pagne Noir c'est un recueil de contes africains écrit par Bernard Dadier qui est ou était, je crois qu'il n'est pas décédé, je touche du bois, je sais pas ce que je dis, mais qui est un auteur ivoirien. Voilà, c'est tout petit, franchement j'aurais pu le finir en une fois quand je l'ai commencé, puis je me suis arrêtée, je me suis dit oh
je vais en laisser un peu pour après. C'est un recueil de contes où en fait les protagonistes sont, comment on appelle, des animaux. Il y a un petit... En fait les hommes et les humains sont animaux. Et très souvent même tu sais même pas si le protagoniste principal il est un animal ou un homme. Bref, c'est un petit peu flou. Je pense que c'est fait exprès. Forcément, comme dans la plupart des contes, il y a une sorte de morale à la fin. En tout cas les contes africains. Et lorsqu'il n'y a pas de morale, bah, il y a l'explication d'un fait contemporain. C'est-à-dire, on va dire, c'est pour ça que tel animal et tel animal ne vivent plus jamais ensemble. C'est à cause de cette histoire. Bref. Voilà. Pour l'instant, c'est pas ouf ouf. C'est un peu... C'est très excentrique. C'est pas que je comprends pas, c'est que... C'est pas que je comprends pas. C'est pas que je m'ennuie pas. Mais bref, on n'est pas là pour faire une revue des livres là. Tu vois, ma vidéo, elle va être super longue. Je vais me demander pourquoi. Et c'est parce qu'en fait, à chaque fois, je te fais la revue dès que j'ai commencé le livre. On continue. Là, on va m'attaquer là. Là, le livre que je vais vous montrer, c'est pas un moment où je dis je vais le lire. Et je l'ai toujours pas lu. Donc il s'agit de L'étrange destin de Wangrain de Amadou Hampâté-Bâ aux éditions 10-18. Cette édition est super vieille. Elle date de 1970, un truc comme ça. En tout cas, j'étais loin d'être née. Ma mère même, je suis pas sûre qu'elle était... Si, elle était née quand même. Mais bref, voilà. Donc l'étrange destin de Wangrain, on va suivre le destin de Wangrain qui est un habitant, en tout cas de l'actuel Mali. Je sais pas si l'auteur a choisi d'appeler le pays Mali, mais en tout cas c'est un Djoula je crois. Laisse-moi voir, je ne sais pas. Mais en tout cas, enfin c'est pas écrit dans la 4e de couverture, mais on va suivre Wangrain qui est un homme, on le suit de sa jeunesse jusqu'à sa vie adulte, qui est un homme qui va pas arrêter de défier les lois coloniales, mais de tout le temps s'en sortir. Et en fait tout simplement il a un destin assez particulier et voilà, on va le suivre. C'est un petit peu un roman, j'allais dire historique, mais ça dépend de l'année à laquelle il a été écrit. Voilà. Ensuite, je compte lire également Les tambours du dieu noir de P. Djeli Clark. Il serait temps d'ailleurs que je me lance parce que ça fait un moment que je l'ai. Donc moi je l'ai emprunté à la bibliothèque, donc il n'est pas à moi. C'est pour ça que je dis que je devrais me lancer. Il a l'air court comme ça, mais il est écrit un petit peu petit, je sais pas si tu vas voir. Mais dans tous les cas, P. Djeli Clark est un auteur qui me tente depuis des mois et je ne sais pas. J'ai même acheté 2 de ses e-books, il me semble. Parce que là, je sais pas il coûte combien ce livre, mais les autres que j'avais regardés, ils coûtaient grave cher. Je suis désolée, hein, mais La Talente, voilà, c'est les éditions, ça c'est aux éditions La Talente. Et franchement, La Talente, leur livre coûte une blinde. Récemment, ils ont édité un autre du même auteur qui s'appelle Maître des Djinns, qui m'intéresse. Mais il me semble que la version reliée est à genre 25 €. Non, la version brochée plutôt, c'est-à-dire paperback, est à 25 €, un truc comme ça, ou 24 €. Et la version reliée à 28 €. Je me suis dit, waouh, c'est l'équivalent de payer un livre Illumicrate en fait. Bref. Dans tous les cas, je t'ai même pas dit de quoi ça parle, mais P. Djeli Clark, c'est un auteur de toute façon américain d'origine de Trinidad, il me semble. Et on va être un petit peu dans un polar avec du surnaturel. Ça se passe dans les années 80, pendant la guerre de sécession. Et voilà, et l'histoire se passe au Caire. Je t'avoue que, étant donné que je compte le lire bientôt et qu'il est très court, je ne vais pas aller plus loin. Mais je sais qu'il y a du réalisme magique dans les livres de cet auteur. J'étais en train de me demander si on dit réalisme magique ou magie réaliste. Réalisme magique, ça sonne faux pour moi. Bref, dans tous les cas, il met de la magie dans ses livres, mais très ancré dans la réalité. Et voilà, on est un petit peu dans des romans historiques aussi, qui sont toujours ancrés dans une période historique qui a existé. Voilà. Alors ensuite, on a ce gros pavé, La loi du sanctuaire de Elodie Boucher aux éditions Gulfstream Éditeur. D'ailleurs, merci à Gulfstream Éditeur de m'avoir envoyé ce livre. Ça fait, j'allais dire ça fait un moment, en vrai je l'ai reçu il y a quoi, un mois même pas. Mais depuis que je l'ai reçu, j'ai envie de le lire, mais je t'avoue qu'il a l'air super gros. Hein. Il fait genre un peu plus de 400 pages, donc c'est pas ouf. Mais je sais pas, sa taille me fait peur. Puis surtout, j'avais les épaules bloquées depuis quelques temps, donc je pouvais pas m'y mettre. Concernant le synopsis, je vais te le lire parce que je l'ai lu une dizaine de fois et je suis toujours incapable de te dire exactement de quoi ça va parler. Je peux juste te dire qu'il y aura des dragons, qu'il y aura des oracles et que des royaumes, des trucs comme ça. Donc je vais te lire la 4e de couverture, ça va être beaucoup plus facile pour moi. Donc on nous dit:
Le sanctuaire de Sarano est intouchable. En vendant des prophéties aux puissants de tous les horizons, la supérieure Tynavia impose inéluctablement son influence. Alors, quand Eileen, une oracle, apprend qu'elle a été manipulée et exploitée pour ses dons, elle n'a d'autre choix que de disparaître sous la protection des dragons. Donc elle fuit jusqu'au campement du lieutenant Darrell qu'elle convainc de la perversité de Tynavia. Le problème, c'est que le jeune homme dispose de pouvoirs magiques annihilant le potentiel prophétique de l'oracle. Ah ouais, j'avoue, c'est chiant. Au mépris du danger, les deux jeunes gens enquêtent sur les manigances du sanctuaire. La vérité est en mesure de bouleverser le cours de la guerre des royaumes, mais exposer les pauvres pourrait bien leur coûter la vie. On nous dit une quête tortueuse visant à démanteler une institution ancestrale corrompue où l'amour naît malgré les risques et l'interdit. Oh, il y aura de la romance, ok. Donc il y aura de la romance. Il y a des complots politiques entre guillemets, même si c'est dans un sanctuaire, il y a des complots et voilà, il y a des dragons. Ça fait tellement longtemps que j'ai... Est-ce que j'ai déjà lu avec des dragons? Franchement, c'est grave l'animal mythologique typique des fantaisies, mais il me semble que je n'ai jamais lu de livre avec des dragons. Franchement, shame on me. Donc merci encore une fois Gulfstream, j'ai vraiment hâte et ma caméra me dit qu'elle va me lâcher bientôt, donc je vais accélérer. Ensuite on a Thorngrove de Cécile Guillot aux éditions Le Ha Young Adult. Donc Thorngrove, c'était pas du tout prévu que je l'achète, celui-là c'est très récent. Je l'ai acheté suite à un coup de tête. En fait, je suis l'autrice et je ne savais pas parce qu'elle a un conte où elle parle d'autre chose, on va dire, que de lecture et que de ses livres, de sa vie d'autrice, quoi. Et je savais pas du tout. D'ailleurs, Cécile Guillot est aussi une traductrice. Il y a plusieurs des livres qu'elle a traduits qui m'intéressent depuis longtemps, qui sont notamment, je crois, aux éditions du Chat Noir. Et je savais pas du tout que c'était elle. En gros, je la suivais, je kiffais de ouf son contenu parce que c'est pas du tout livre. Enfin, si, c'est livresque, mais c'est pas que livresque, c'est un peu des tenues vintage et tout. Je kiffe ça de ouf. Mais bon, bref, je la suivais, je savais pas. Et un de ces jours, j'ai fait une critique par rapport à un livre que je lisais et elle m'a répondu, elle m'a donné son avis sur ma critique et elle a parlé un petit peu de livres qu'elle recommandait et dedans il y avait celui-là, elle a dit que c'était le sien. Par rapport à certaines problématiques que je soulevais, bah celui-là il les traitait quoi. Du coup je me suis dit waouh trop bien, t'es autrice et tout, bref. Je te raconte ma vie là, mais tout ça pour te dire que j'ai lu le synopsis et que grave mon style en fait. Je sens que c'est une autrice plus un petit peu gothique, spooky, tout ça, c'est grave mon truc. Donc je vais te lire encore une fois le synopsis, une partie du synopsis parce que je trouve qu'il peut te spoiler si je te lis tout. En gros ça nous dit, lorsque Madeline débarque dans une petite ville du Wisconsin et s'intéresse d'un peu trop près à Thorngrove, un vieux domaine isolé, elle déclenche... Je lis très mal. Donc elle s'intéresse à Thorngrove, qui est un vieux domaine isolé. Donc elle va déclencher par cela une série d'événements de plus en plus inquiétants. Et lorsque sa sœur est touchée, son comportement devenant de plus en plus étrange, Madeline se demande quelles forces obscures elle a bien pu éveiller. Voilà. Comme je te dis, du gore, du spooky. C'est la relation, j'allais dire fraternelle, mais soror qui m'intéresse là-dedans. Voilà. Il reste pas beaucoup, t'inquiète pas. Ensuite, franchement, je vais juste te le présenter en 2 secondes. Je vais lire le dernier tome de Steam Sailors. J'en ai beaucoup parlé. Steam Sailors, où on est avec des pirates de l'air, où il y a des complots politiques, où il y a des combats, où il y a de la piraterie, où il y a une quête type, quête de pirates, quoi. C'est vraiment ça, en plus, quête de pirates. Et c'est trop bien. Voilà, donc je vais lire le dernier tome. Ensuite, je vais enfin me lancer dans un deuxième livre qui fait partie de mon challenge 12 livres en 2022. Il va s'agir cette fois-ci de la 5e saison de N.K. Jemisin, ouais, donc le tome 1 qui est les livres de la Terre fracturée, c'est le nom de la saga, et le tome 1 c'est la 5e saison. Voilà, que j'ai eu aux éditions J'ai lu en poche. Je ne pense pas avoir à te présenter ça, N.K. Jemisin, qui est une grande autrice de sci-fi, où ici on a la Terre qui se meurt, qui n'arrête pas de trembler, les gens meurent, etc. Et on a des personnes qui arrivent à contrôler un petit peu la Terre, mais qui se font un peu, comment on dit ça, discriminer, c'est-à-dire qu'au lieu de les voir en héros, étant donné qu'ils peuvent faire le bien, bah non, ils sont un peu ostracisés. Voilà, et on va suivre, je pense, il me semble qu'on va suivre une mère qui va chercher sa fille qu'on a kidnappée, ou un truc comme ça. Donc bientôt, c'est la fille du livre, c'est Amanda de la fille du livre qui va être contente parce que c'est elle qui m'avait mis
cette recommandation dans le challenge. Et dernier livre que j'étais censée lire depuis janvier, on est en mars, c'est La généalogie de la morale de Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Donc c'est une non-fiction où Friedrich Nietzsche va un petit peu disséquer ce qu'on appelle la morale de nos jours, le bien, la distinction entre le bien et le mal. D'où ça vient? Pourquoi est-ce une certaine chose serait bien et puis d'autres mal? Quel est le bien commun fondé de tout ça? Et voilà un petit peu, c'est une non-fiction. Comme je t'ai dit, l'un de mes objectifs cette année c'était de lire 10 non-fictions dans toute l'année et pour l'instant j'en ai lu 0, donc c'est vraiment mal parti. Disons que j'en ai fini 0 parce que j'ai commencé Cerveau Comics et je sais même plus pourquoi j'avais mis en pause. Il me semble que j'ai voyagé en plein milieu alors que c'était intéressant. Mais il faut surtout que je commence celui-là parce qu'il m'attire de ouf, mais en même temps j'ai peur, genre je sais que l'écriture va pas être simple. En plus c'est écrit tout petit. Attends, désolé pour le bruit parce que c'est tout près du micro. Mais regarde comment c'est écrit petit. Ça c'est pour me tuer ça, déjà que mes yeux sont pas ouf. Bref, c'était tout pour moi. Voici ma pile à lire du printemps. On se retrouve en été pour voir si j'ai réussi à la respecter. Je t'ai même pas parlé de ma pile à lire du début d'année, mais j'ai quasiment tout fini. Hein. Pour le coup, je suis assez fière de moi. La pile à lire que je vous ai présentée dans la précédente vidéo du même type, je l'ai quasiment lu en entièreté, à part Cerveau Comics dont je te parlais, ça, la 5e saison aussi. Je pense que j'ai dû lire genre 75% de la pile à lire, ce qui pour moi est très bien. Voilà, je ne veux rien entendre, 75% c'est un très bon score. Voilà, je te laisse sur ces bons mots. Ravi que tu sois arrivé jusque là parce que la vidéo a été un petit peu longue. Je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!